Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous accueillir pour cette assemblée. Désolé qu'on ait la même musique que l'an dernier, que personnellement je trouve pas formidable. Enfin, ça, c'est pour l'année prochaine, monsieur, on mettra quelque chose. Je changerai de musique. Ok, alors, l'assemblée est ouverte. Je vous remercie tous de votre présence. Les scrutateurs sont les suivants. La société Dior, représentée par Antoine Arnaud, et la société financière Agache, représentée par Frédéric Arnaud. Tous les deux sont présents. Bien. Et comme secrétaire de l'Assemblée, je désigne M. Jérôme Siby. Voilà, donc tous réunis, ils constituent le bureau de l'Assemblée. L'ordre du jour et les formalités juridiques, vous les connaissez, donc je passe. Et je vais donc, avant de passer la parole à notre directrice financière, vous dire simplement que les résultats de l'année n'ont pas été mauvais, puisque nous avons réalisé, l'Assemblée, c'est pour les comptes de 2024. Donc, on a réalisé 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le cash flow disponible dépasse les 10 milliards, et les investissements s'élèvent à 5 milliards et demi. Et donc, avant de vous faire une présentation plus complète sur les activités du groupe en 2024, je passe la parole à Madame Cécile Cabanis, qui va commenter les chiffres de 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous présenter les principaux éléments financiers de l'exercice 2024. Et nous allons commencer par l'évolution des ventes en 2024, qui reste relativement stable. Cela reflète une certaine atonie de la demande liée principalement à une période de digestion de la croissance très exceptionnelle que nous avons connue après le Covid. Vous constatez que, de manière organique, la croissance est à plus 1%. À quoi il convient de retrancher un effet périmètre de moins 1% et un effet devise de moins 2%, qui est lié à l'évolution des principales devises dans lesquelles le groupe facture son activité. Au total, le chiffre d'affaires atteint 84,6 milliards d'euros à fin 2024. Au niveau de la répartition géographique des ventes, elle a, comme vous le voyez, peu évolué en 2024. Les États-Unis restent notre premier pays avec 25% des ventes. L'Asie représente la première région avec 28% des ventes. L'Europe est restée stable à 25% des ventes. Et le Japon progresse de 2 points à 9% des ventes, avec des ventes en très forte croissance en 2024. Regardons maintenant l'évolution trimestrielle des ventes par région. À gauche du graphe, les États-Unis qui affichent une croissance de 2% sur l'année et dont vous voyez une évolution favorable en fin d'année. À côté, le Japon qui, comme je le disais, a connu une année faste avec 28% de croissance des ventes par rapport à 2023, deuxième année consécutive, et une croissance que vous voyez se normalise en fin d'année. Vient ensuite l'Asie, qui a connu une année difficile, notamment liée à la base de comparaison défavorable et une forte augmentation des achats de la clientèle chinoise au Japon en 2024. Et enfin, l'Europe, qui réalise une croissance modérée sur l'ensemble de l'année. Passons maintenant à nos métiers. Comme vous le savez, notre activité la plus importante est l'activité de mode et maroquinerie, qui représente à peu près la moitié du total de nos ventes en 2024. La distribution sélective est le deuxième contributeur avec 23% des ventes portées par Sephora. L'activité montres et joaillerie représente 12% des ventes. L'activité parfums et cosmétiques, 10% des ventes. Et enfin, les vins et spiritueux représentent 7% de nos ventes. Vous avez ensuite le tableau sur l'évolution des ventes, voilà, merci. L'évolution des ventes par groupe d'activité en 2024. Nous avons des évolutions assez hétérogènes entre nos métiers, avec des activités plus ou moins stables en croissance organique, c'est le cas de mode et maroquinerie et montres et joaillerie. Une croissance soutenue pour les parfums et cosmétiques et la distribution sélective, avec Sephora qui enregistre en 2024 d'excellentes performances, et les ventes de vins et spiritueux qui ralentissent du fait d'un ralentissement de la demande
plus faible aux États-Unis et en Asie, ces deux marchés principaux. Restons un instant sur la répartition par activité, mais intéressons-nous aux résultats opérationnels courants, qui s'établit à 19,5 milliards d'euros, en baisse de 14%, avec une marge opérationnelle qui se porte à 23,1%, en baisse par rapport à 2023, mais très largement en hausse par rapport au niveau pré-Covid. Cette évolution par rapport à 2023 inclut plusieurs facteurs. Le premier, une discipline dans la gestion des coûts, dont nous avons limité la croissance à 2%. Et d'autre part, des investissements continus derrière nos marques, nos produits et notre réseau afin de préserver le dispositif qui nous permettra de retrouver la croissance lorsque le marché se retournera à la sortie de ce cycle de croissance plus faible. Deux situations quand même exceptionnelles à noter. Les vins et spiritueux d'une part, où la faiblesse des volumes combinée à une forte pression sur les prix de vente et un mix défavorable ont conduit à une forte baisse du profit et de la marge, et notre activité DFS ensuite, dont les deux monnaies principales qui sont le dollar hongkongais et la pataka de Macao se sont très fortement appréciées par rapport au renminbi chinois, ce qui a rendu l'attraction de ces marchés assez faible et une baisse des achats. Au total, il y a une perte de plusieurs centaines de millions de dollars US pour DFS, mais qui est compensée grâce à l'excellente performance de Sephora sur l'activité distribution sélective. Concernant l'évolution du résultat opérationnel en données publiées, au-delà des effets de l'activité que je commentais et que vous avez là sur l'évolution organique, un autre impact important a été l'effet de change, puisque l'effet de l'évolution des devises contre l'euro nous a coûté un peu plus d'1 milliard d'euros sans réellement pouvoir être compensé par des augmentations de prix. Venons-en maintenant à la formation des résultats proprement dits et du compte d'exploitation que vous avez à l'écran. Je vous ai déjà commenté les ventes. La marge brute baisse de 4% et cette évolution reflète une inflation modérée du coût des ventes et une baisse des gains de change par rapport à l'année précédente, ainsi que des impacts exceptionnels liés d'une part dans les vins et spiritueux à une faiblesse du rendement de la vendange en Champagne et d'autre part à des dépréciations de stocks qui ont été au-delà de ce qu'on fait d'habitude de façon saisonnière et récurrente. Les charges opérationnelles, je les ai commentées tout à l'heure, elles ont progressé de 2% par rapport à 2023, incluant une progression des charges commerciales de 1% et une augmentation des charges administratives de 9%. Cette augmentation, il faut savoir que c'est l'effet quasi exclusif d'éléments exceptionnels comme la contribution pour les Jeux Olympiques ou encore le programme de souscription d'assurance LVMH pour les salariés l'année dernière. Et c'est elle qui explique la majeure partie de l'augmentation des charges opérationnelles. Les autres produits et charges se situent à un niveau historiquement élevé et reflètent les impacts de la sortie de certaines activités, notamment Off-White et Stella McCartney. Le résultat financier est négatif à 792 millions d'euros, mais plus favorable que l'année précédente. Et le taux d'impôt s'élève à 28% en 2024, qui est une hausse par rapport à 2023 et qui reflète la part croissante des résultats au Japon, où le taux d'impôt est supérieur à notre taux d'impôt moyen. Donc au total, un résultat net part du groupe qui s'établit à 12,6 milliards d'euros, en baisse de 17% par rapport à l'année 2023, qui avait été une année record pour le groupe. Venons-en maintenant à la structure de notre bilan. En l'absence d'opérations de croissance externe, peu d'évolution par rapport à l'année 2023, a souligné une augmentation maîtrisée des stocks et des actifs corporels, reflétant les orientations qui ont été choisies tout au long de l'année. À noter aussi une baisse de la dette et un renforcement des fonds propres. Un mot maintenant sur la trésorerie disponible d'exploitation qui vous est présentée sur la diapositive. Vous constatez que nous avons dégagé un montant de trésorerie disponible de 10,5 milliards d'euros en très forte hausse d'environ 2 milliards par rapport à l'année précédente.
Ce très bon résultat démontre la gestion rigoureuse et disciplinée, notamment concernant le besoin en fonds de roulement et les investissements dans une année de baisse de profit. Comme vous le constatez sur ce graphe, l'endettement net du groupe a donc baissé en 2024 et s'élève désormais à 9 milliards d'euros. La trésorerie générée par l'exploitation a plus que compensé le paiement des dividendes et les quelques acquisitions de titres qui ont été réalisées. La dette nette, comme vous le voyez ici, représente désormais 13% des fonds propres, un niveau qui reste modeste et qui reflète une certaine rigueur de gestion face aux quelques vents contraires que nous pouvons rencontrer. Fort de ces résultats, nous vous proposons un dividende de 13 € par action, stable par rapport à l'exercice précédent. Comme vous le savez, nous essayons d'égaler la croissance du résultat net et du dividende dans les années en croissance et de maintenir le dividende stable dans les cas contraires. Compte tenu d'un acompte de 5,50 € qui vous a déjà été versé en décembre, le solde sera mis en paiement en avril pour 7,50 € par action. Pour terminer, quelques mots sur les ventes du premier trimestre de l'année 2025 que nous avons publiées en début de semaine. Les ventes baissent de 2% en données publiées, incluant un effet de change positif de 1% et une évolution des ventes à périmètre et taux de change constant de 3% négatif par rapport au premier trimestre de l'année dernière et dans le prolongement du cycle que nous avons observé en 2024. L'Europe reste en progression. Le Japon est en léger recul par rapport à un premier trimestre 2024 qui, comme je l'ai commenté avant, avait bénéficié de la clientèle chinoise sur le territoire et avait des ventes très fortement en croissance. Le reste de l'Asie présente des tendances comparables à ce qu'on a pu observer en 2024 et les États-Unis connaissent un léger retrait malgré une bonne performance sur mode et maroquinerie et montres et joaillerie. Je ne reviens pas plus sur ces chiffres que nous avons commentés en début de semaine. Ceci achève donc la présentation financière. Je vous remercie de votre attention. Bon, maintenant, nous allons vous présenter un petit clip qui résulte des questions posées à nos actionnaires sur le groupe et son évolution. Vous êtes encore et toujours nombreux à considérer que le groupe LVMH incarne la tradition, la créativité, l'innovation, en ayant à cœur la recherche de l'excellence et la création de valeur pour toutes et tous. Vous êtes particulièrement sensible au savoir-faire des artisans de nos maisons et à la qualité de nos produits conçus pour traverser le temps de génération en génération. En 2024, LVMH a démontré sa capacité d'adaptation, illustrant une fois de plus la solidité et la pertinence de son modèle de développement. En votre qualité d'actionnaire de LVMH, vous vous interrogez naturellement sur la manière dont la situation géopolitique et économique influence la stratégie et les perspectives du groupe à moyen et long terme. Enfin, vous avez salué l'une des grandes réussites collectives du groupe, le partenariat de LVMH et ses maisons avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Parmi les autres événements marquants de 2024 figure l'annonce du partenariat mondial de LVMH avec la Formule 1, la réouverture en fin d'année de Notre-Dame de Paris après sa restauration, dont LVMH a été l'un des mécènes, et les 10 ans de succès de la fondation Louis Vuitton qui a atteint les 11 millions de visiteurs depuis sa création. Alors, on peut dire qu'en 2024, la performance du groupe a été très solide, surtout vu le contexte géopolitique un peu troublé et incertain. Et cela évoque pour moi la très grande force de nos marques par rapport à l'ensemble du marché, et un pouvoir d'attraction tout à fait remarquable, sur lequel on travaille tous les jours pour renforcer la désirabilité de nos maisons. Alors la première activité, comme vous l'avez dit, c'est la mode et la maroquinerie, qui s'est bien comportée l'année dernière, en particulier Louis Vuitton, toujours porté par une faculté de renouvellement absolument formidable. Et on peut citer quelques événements qui ont eu lieu
en 2024. Par exemple, l'ouverture de la boutique de New York, une boutique a priori provisoire. Je dis a priori parce que cette boutique, cette maison, puisque c'est quand même assez grand, réalise plus de 2 fois le chiffre d'affaires de la boutique précédente, qui était une boutique également très bien placée au coin de la 5e avenue et de la 57e rue. Et si vous avez l'occasion de visiter New York, je vous invite à aller visiter cette boutique sur laquelle Pietro et ses équipes, que j'ai un petit peu aidé de temps en temps, à travailler énormément. Et à la sommet de cette boutique, il y a un petit restaurant délicieux que l'on a décidé hier, avec Pietro, de baptiser chez Gaston. Alors pourquoi Gaston? Parce que c'est en hommage à Gaston Vuitton, qui est le fils de Georges. Enfin bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'était en plus un fin gourmet. Alors, nous avons par ailleurs fait beaucoup d'autres opérations, en particulier une exposition à Bangkok qu'on a visitée ensemble aussi, qui est également extraordinairement, qui est un très grand succès, avec un nombre de visiteurs, je ne l'ai plus en tête, mais enfin qui se chiffre par dizaines de milliers, qui a attiré vraiment toute l'activité de Bangkok, et qui d'ailleurs a permis à notre marque Vuitton de rester numéro 1 sur le marché. Ensuite, nous avons fait une très belle opération, aussi une exposition qu'on a vue la semaine dernière à Tokyo. Bon, ça c'est un peu plus récent, mais de haute joaillerie et de haute horlogerie, avec des pièces magnifiques. Il faut dire qu'aujourd'hui, Louis Vuitton, dans ces domaines, est une des maisons les plus créatives, qui fournit la plus grande qualité, et notamment dans l'horlogerie. Et je pense que dans l'horlogerie, aujourd'hui, les plus belles montres mécaniques, les montres les plus compliquées, se trouvent probablement chez Vuitton. Et bientôt, nous allons développer encore plus ce secteur. Et d'ailleurs, j'ai demandé à cette occasion qu'on apporte sur mon bureau la montgolfière Louis Vuitton, qui est une pièce extraordinaire dans laquelle il y a, c'est une horloge, qui, vous pouvez la montrer, voilà, attention, c'est lourd, voilà, c'est une horloge qui est mécanique, avec un mécanisme tout à fait extraordinaire, qui est un mécanisme qui se remonte et qui tient plus de 8 jours, et qui a beaucoup de succès. D'ailleurs, on ne peut l'acheter qu'avec un délai de plusieurs années, je crois, parce qu'elle est fabriquée par une petite entreprise extraordinaire, un petit artisan, enfin, une petite entreprise artisanale qui s'appelle l'Épée, que le groupe LVMH a racheté. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais dans les activités de Louis Vuitton, il faut citer également le défilé formidable de Nicolas Ghesquière à Barcelone, le défilé croisière, dans un endroit unique. On était les premiers à défiler. Le défilé également de Pharrell Williams à l'UNESCO, et de nombreuses autres opérations. Par exemple, l'America Cup. On a remis la Coupe de l'America, qui maintenant s'appelle America Cup Louis Vuitton, qui est un événement mondial qui se déroule tous les 3 ou 4 ans, et auquel Vuitton est associé depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Donc, le développement de Vuitton poursuit sa route, et je vous en parlerai encore un peu plus tout à l'heure. Également, aux premières loges, la Maison Dior qui vient de réaliser un show extraordinaire à Kyoto, au Japon, qui a fait un événement de haute joaillerie à Florence avec, vous savez, chez Dior, on a une créatrice de bijoux qui est Victoire de Castellane, qui est formidable, peut-être la plus douée de sa génération, et ses collections de haute joaillerie se vendent de manière
sensationnel. Je ne vais pas donner les chiffres qu'on a réalisés à cette occasion, mais c'est assez incroyable. On a également eu un show à New York en avril et le défilé croisière en Écosse, qui est là, comme Dior a toujours de la chance. En Écosse, normalement, il pleut tous les jours, et là, c'était plein soleil. Heureusement, parce que le show était à l'extérieur et que seuls des parapluies avaient été prévus. Enfin, ça s'est très, très bien passé. Je passe sur les vitrines de Noël que vous avez sans doute vues, avenue Montaigne, qui, je crois, sont, avec celle de Vuitton, parmi les plus belles vitrines au monde. Et on a également inauguré l'année dernière une maison Dior à Bangkok qui s'appelle la Gold House. Bon, je pourrais continuer comme ça pendant longtemps parce qu'on a eu beaucoup d'événements et beaucoup de nouveautés chez Vuitton et chez Dior. Je voudrais aussi signaler au passage la maison Loro Piana, qui se développe de manière aussi formidable, avec une exposition magnifique à Shanghai et Loewe, également en plein développement, avec une exposition au Japon. Voilà, je pense que je voudrais, pour terminer sur la mode et maroquinerie, aussi mentionner plusieurs créateurs nouveaux qui sont arrivés dans le groupe. Sarah Burton chez Givenchy, Michael Ryder chez Céline et Jack et Lazaro chez Loewe. Bon, je pourrais répondre à des questions là-dessus plus tard, si vous voulez. Dans la partie cosmétique, rapidement, Christian Dior poursuit une très très bonne dynamique et a toujours des parfums extraordinaires. Le parfum Sauvage est toujours le premier parfum au monde, hommes et femmes confondus, donc un succès planétaire. Et nous avons également beaucoup de nouveaux produits dans la partie soins qui se développent bien. Et je rappelle que Dior est la première marque au monde de maquillage. Je pense qu'on doit vendre un rouge à lèvres toutes les secondes et demie dans le monde entier. C'est absolument formidable. Et la qualité de nos laboratoires, la qualité des équipes qui travaillent à Saint-Jean-de-Bray sur les cosmétiques, sur les rouges à lèvres et également sur toute une série d'autres produits est, je pense, la meilleure au monde. Voilà pour la partie cosmétique. Sur les vins et spiritueux, bon, je dirais que là, c'est un secteur qui continue à se normaliser après quelques années exceptionnelles, et c'est un secteur sur lequel, avec les questions de droits de douane qui sont actuellement à l'étude mondialement, on est quand même assez tendu, et assez tendu en particulier au niveau du personnel de la viticulture en général. Peut-être je répondrai aussi à des questions là-dessus, si vous voulez. En joaillerie, là aussi, beaucoup de réussite, par exemple pour Tiffany, le Landmark, qui a, je crois, considérablement élevé le niveau des grandes maisons vendant de la joaillerie, qui continue à avoir un parcours et un développement formidable. C'est la première, je crois que c'est la première boutique de luxe, de produits de luxe au monde, donc au coin de la 55e avenue et 57e rue. Donc ça, c'est une réalité assez impressionnante dans laquelle on organise d'ailleurs des présentations de collections. On a présenté, par exemple, la collection assez extraordinaire de notre designer Peter Marino l'année dernière, et on y présente aussi des collections de haute joaillerie qui sont toujours très, très suivies. Enfin, sur la partie de la distribution sélective, sur la joaillerie, évidemment, je ne voudrais pas omettre Bulgari, qui se développe aussi très bien. Le fait que nous avons récemment, à Milan, ouvert une nouvelle boutique Bulgari, une nouvelle boutique, là on peut parler d'une maison, parce que c'est la plus grande
maison Tiffany en dehors des États-Unis et une formidable maison Vuitton qui également, sur la Via Monte Napoleone, attire énormément de visiteurs. Voilà. Dans la distribution sélective, donc, soulignons la performance remarquable de Sephora qui continue à se développer. Et nous avons également, comme on l'a vu dans le petit clip, bien réussi avec les Jeux Olympiques, pour lesquels on a été un des principaux sponsors. Ça a été un événement planétaire assez sensationnel, et toute une série de champions français se sont distingués. Et enfin, on a signé récemment un partenariat avec la Formule 1. Le prochain Grand Prix, au mois de mai, sera à Monaco. Je vous invite tous à venir ou à le suivre en direct. C'est pour nos maisons une occasion exceptionnelle, et en particulier pour Vuitton et pour TAG Heuer, qui va être le chronométreur officiel, qui va remplacer une autre grande maison d'horlogerie, et pour les 10 prochaines années. Et je pense que peut-être au bout de ces 10 ans, TAG Heuer arrivera à concurrencer directement en matière de taille le numéro 1 actuel. On va s'y employer. On a des investissements prévus, parce que pour faire ça, il faut construire des usines, il faut construire des mouvements. Tout ça, ça prend du temps, mais sur une période de 10 ans, on peut toujours rêver. Voilà. Alors, je voudrais, avant de vous donner quelques réflexions sur l'avenir, vous dire que la performance n'est pas uniquement financière chez nous, puisque nous avons une performance sociale et environnementale qui vous sera présentée par la suite, mais je voudrais quand même souligner que LVMH est le premier recruteur privé en France. C'est important. Nous disposons de plus de 6000 boutiques dans le monde, et en France, et près de 120 sites de production et d'artisanat et d'ateliers en France, implantés dans tous les territoires. Au total, 5,5 milliards d'euros ont été investis par votre société en 2024 dans le monde, dont près de 2 milliards en France. Et 5,8 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés sont payés, dont près de la moitié en France. Et ça n'arrête jamais d'augmenter, d'ailleurs. Bon. Voilà. Après vous avoir présenté ces quelques réalisations, ces quelques succès quand même impressionnants de votre groupe en 2024, je voulais un peu m'attarder sur l'avenir. L'année 2025 commence de manière un petit peu chahutée, si on peut dire, puisque jusque fin février, tout se passait très bien. Puis on est arrivé en face d'une situation géopolitique et économique mondiale qui a été bouleversée par les droits de douane potentiels, par l'aggravation des crises internationales, et ça a perturbé un peu le mois de mars, parce que l'année avait vraiment, je l'avais dit d'ailleurs la dernière fois que j'avais parlé aux analystes, le mois de janvier avait été très bon, et ensuite, à partir de fin février, ça s'est un peu gâté. Ceci dit, nous restons optimistes et on poursuit nos investissements, on poursuit la maîtrise de la fabrication, qui est quand même quelque chose d'essentiel, et on s'en tient à nos valeurs, que je rappelle brièvement. D'abord la créativité, qui est au cœur de tout ce qu'on fait, l'inventivité, la nouveauté, même si il faut également se concentrer sur la créativité par rapport aux produits icônes de nos différentes maisons. La recherche de la meilleure qualité, la plus grande qualité, c'est au cœur de notre réussite, et donc on a un souci vraiment de maintenir le plus haut niveau de qualité dans tous nos métiers, et enfin l'esprit d'entreprise, l'esprit
direction, de motivation, le mouvement qui permet d'avoir des dirigeants, et d'ailleurs un certain nombre sont réunis ici, un certain nombre de dirigeants, de cadres dirigeants, et je voudrais les remercier et les féliciter pour cette performance tout à fait extraordinaire de notre groupe en 2024. Voilà. Et la quatrième valeur, mais ça, Antoine va la développer, c'est d'avoir un sens positif, sens des responsabilités, et Antoine va revenir là-dessus. Alors, pour l'avenir, je vais faire quelques commentaires, parce qu'il y a eu des publications de résultats, il y a eu des articles, il y a eu des commentaires d'analyse, etc. Et je voudrais aborder deux sujets. On parle, dans certains articles, dans certains commentaires, de crise de luxe, crise du marché du luxe, et de ralentissement. Qu'en est-il exactement? Qu'en est-il par rapport à la situation que l'on rencontre? Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux phénomènes qui sont un peu, je dirais, en opposition, mais qui finalement donnent espoir positif sur le futur de nos affaires. Premier phénomène, c'est le développement depuis longtemps du nombre de personnes sur Terre intéressées et capables d'entrer dans une de nos boutiques et d'acheter nos produits. Et je pense que cette évolution, cet élargissement qui n'est pas uniquement le fait de l'expansion géographique de notre réseau, mais de la hausse du niveau de vie qu'on observe mondialement dans tous les pays, ça va se poursuivre. Et donc, la raison de notre succès depuis 30 ou 40 ans est toujours là. Et elle devrait, normalement, avec des hauts et des bas en fonction des circonstances conjoncturelles, se poursuivre. Et donc, il y a toutes les raisons d'être convaincu, comme je le suis, que le pouvoir d'attraction extraordinaire de nos métiers va se poursuivre et doit rester notre guide à long terme. Ça, c'est le premier phénomène très important pour guider l'évolution de nos pensées, de nos stratégies et de notre activité en général. Alors, le second facteur, qui est plus défavorable, c'est celui que l'on observe actuellement de l'inflation et de sa conséquence, qui est la hausse des taux d'intérêt, qui, si l'inflation se déclenche, les taux d'intérêt ont monté, et leur baisse qui était attendue ne va pas se poursuivre, peut-être l'inverse va se dérouler. Et ce phénomène touche surtout la partie de la clientèle de nos métiers, qui est la partie qu'on appelle la partie aspirationnelle, c'est-à-dire des clients qui entrent pour la première fois ou une des premières fois dans une boutique, maison de luxe, et qui cherchent à acquérir un de nos produits. Ces gens-là, cette partie-là de la clientèle, évidemment, dont les moyens sont plus limités que l'autre partie, qu'on appelle la clientèle affluente, cette partie-là a tendance à être plus touchée que l'autre partie de notre clientèle. Et donc, il est évident qu'il y a plus de clients potentiels dans la partie aspirationnelle que dans la partie affluente. Et c'est pour ça que toute une série de maisons, notamment du groupe, se sont développées vite, notamment les plus grandes, pendant toute une série d'années. Et lorsque la conjoncture est plus difficile, comme maintenant, c'est conjoncturel, hein, elles ont, ces clientes, cette partie de la clientèle, a plus de difficultés à pouvoir s'offrir des produits que la clientèle affluente, qui est moins touchée, en tout cas moins vite touchée que l'autre partie. Et donc, ça nous a incité à bien réfléchir. Quel est l'objectif du groupe? Est-ce que c'est de grossir les ventes ou est-ce que c'est d'offrir toujours la meilleure qualité, sachant que
plus l'entreprise est de grande taille, d'ailleurs on le voit avec les publications des différents concurrents, plus l'entreprise est de grande taille, plus elle a besoin, pour continuer à grossir, de travailler avec la clientèle affluente. Mais moins c'est porteur à moyen terme d'image et de développement sûr, parce que cette clientèle dite affluente est beaucoup plus pérenne et durable. Donc, on est en face de cette situation et on a tendance, avec les responsables des différentes maisons, par exemple Pietro, Delphine, de se dire privilégions quand même la croissance de la partie la plus haute de nos produits, quitte à ce que ça aille un peu moins vite, parce que la croissance globale, finalement, ce qui compte, c'est d'avoir la désirabilité la plus grande pour le long terme. Et c'est ça notre objectif, tout en gardant, évidemment, la rentabilité. Par exemple, Vuitton, qui a une rentabilité exceptionnelle, bon, il n'est pas question de toucher à ça. Mais c'est un problème. Et je constate, par exemple, que quand les affaires sont plus petites et qu'elles s'adressent à une clientèle affluente, par exemple, c'est le cas de l'Europiana, qui est probablement la marque au monde qui offre la meilleure qualité dans toute une série de produits. Comme elle est plus petite, elle a une croissance mais nettement supérieure aujourd'hui à ses principaux concurrents les plus connus, ceux qui offrent aussi une excellente qualité, que je ne voudrais pas citer, et qui, eux, sont obligés, pour continuer à développer leurs affaires, et qui vont, s'ils continuent comme ça, de banaliser un peu leurs produits, même leurs meilleurs produits. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut éviter. Et c'est ça que, pour avoir la meilleure qualité, il faut éviter la banalisation. Mais c'est un exercice difficile, et je pense que maintenant qu'on a bien compris les raisons du fonctionnement de ce marché pour les marques les plus importantes, les plus connues, comme pour les marques un peu plus petites, mais à fort potentiel, l'Europiana, c'est 90%, 95% de clients affluents. Voilà, donc on prend des parts de marché. Mais ça fait aujourd'hui, bon, je ne vais pas donner le chiffre, mais moins de 3 milliards de chiffre d'affaires. Le jour où on voudra arriver à 7, 8 ou 10, il faudra peut-être réfléchir. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'offrir la meilleure qualité. Et après, la croissance, ça suit plus ou moins vite. Et plus on est gros, plus c'est difficile. Ou alors, il faut accepter de banaliser les choses, ce qu'on refuse catégoriquement, notamment pour nos 2 principales marques. Voilà. Donc, bon, je ne voudrais pas vous ennuyer avec ces raisonnements un peu abstraits ou stratégiques, mais c'est quelque chose auquel il faut bien réfléchir. Et le succès à long terme du groupe, la poursuite de son développement, la poursuite de sa rentabilité extraordinaire, parce que quand même, on a généré 10 milliards de cash flow l'année dernière. Je crois qu'on vous distribue, actionnaires, au moins 2 ou 3 fois plus que le concurrent suivant. Donc, vous voyez, ça laisse un peu de marge quand même. Et on a vraiment la volonté que ce groupe reste le groupe le plus désirable, que chacune de ces marques reste le plus désirable. Peut-être qu'on fera un petit peu moins de croissance. OK. Moi, ça ne me dérange pas du tout, à partir du moment où on fait les meilleurs produits. Bon, on ne va pas élaborer plus. Alors, dernier commentaire que je voudrais faire sur la situation. Certains commentateurs vous expliquent que rien ne sera plus comme avant, que les causes du ralentissement actuel sont structurelles, qu'il faut prendre des mesures drastiques et que tout ça engendre un pessimisme totalement, à mon sens, irréfléchi. Bon, par rapport à ça, je ferai quelques remarques. Premièrement, notre situation
loin d'être préoccupante. Vous avez vu dans les chiffres le cash flow, vous avez vu le bilan, vous avez vu quand même les résultats qui sont incroyables, qui sont très bons. Hein. Donc, je ne vois pas très bien, beaucoup d'entreprises en crise voudraient avoir ce genre de ratio. Hein. Ce n'est pas le cas partout. Deuxièmement, il est quand même assez paradoxal de dire, voilà, on rentre dans une crise structurelle, pour certains analystes quasi définitive, après une phase de croissance sans précédent, avec le Covid et la fin du Covid. Donc, les mêmes vont écrire dans 2 ans, si la conjoncture repart, si les problèmes actuels, les tarifs et tout ça finissent par se régler, l'inverse. Hein. On a connu ça. Hein. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça, mais à plusieurs reprises, on a eu la même chose. Hein. Je me rappelle quand on a acheté Sephora, hein, je vous l'ai peut-être déjà raconté ça, je ne sais pas. Non. Bon, pendant les 3 ou 4 premières années, là, vraiment, vous avez fait une bêtise. Hein. C'est épouvantable. Comment vous pouvez faire un truc pareil? Il faut vendre ça tout de suite, etc. Bon, OK. Et puis, ça s'est mis à marcher. Mais vraiment très bien. Et les mêmes. Hein. Ensuite, on dit, ah, c'est génial. Ah, vous êtes génial, vous avez acheté un truc, c'est pas croyable. Hein. Et c'est vrai que cette affaire-là, on a dû la payer... je vous ai déjà dit tout ça. Hein. On a dû la payer 100 millions, hein, et aujourd'hui, elle fait 16 milliards de chiffre d'affaires et 1,6 milliard de bénéfices. Enfin bref, voilà. Donc, il faut se méfier, hein, des idées reçues et de réagir toujours face à un problème avec des idées qui ont déjà été éprouvées et contredites. C'est Einstein qui disait ça. Hein, c'est vrai, on ne règle pas un problème avec des idées qui ont déjà été utilisées. Voilà. Bon. Et donc, la troisième raison qui me rend optimiste, c'est notre business model. Hein. Certes, nous devons l'adapter. Et je viens de dire comment il faut l'adapter. Hein. Il ne faut plus penser croissance, chiffre d'affaires du tout. Il faut penser qualité, il faut penser progression de la gamme de produits. Hein, c'est comme, voilà, il vaut mieux avoir une petite montgolfière comme ça, voire une grande montgolfière, parce qu'on a l'idée aussi, mais ça, je vous dirai l'année prochaine. Hein, voilà, une grande montgolfière pour faire rayonner notre marque, hein, que de faire des produits vendus beaucoup moins cher et beaucoup plus facilement. Hein, parce qu'il ne faut pas se tromper. Si on voulait faire 10% de croissance chez Vuitton, on appuie sur un bouton, demain matin, on fait 10% de croissance chez Vuitton. Hein, parce qu'on a l'air de dire, maintenant, Vuitton n'a plus de croissance. Tout ça. C'est volontaire. Hein, Pietro, on sait très bien quoi faire pour faire 10% de croissance. Très facile. Mais il ne faut surtout pas le faire. Bon, voilà. Donc, il faut s'adapter et essayer de voir le marché tel qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas le même qu'il y a 20 ans. Et notre portefeuille de marques, c'est pour ça il est quand même formidable, parce qu'on a des marques qui sont déjà des maisons qui sont très développées comme Vuitton, et des maisons qui restent encore à développer et qui sont au top de la qualité, comme par exemple Europiana, plus toute une série de maisons de mode qu'on peut développer. Voilà. OK. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai fait le tour. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On passe aux questions, c'est ça? Ah, pardon. Oui, excusez-moi. Non, je passe la parole donc à la directrice des ressources humaines, la nouvelle directrice des ressources humaines, qui va vous parler de nos activités dans ce domaine. Mesdames, Messieurs les actionnaires, chers collaborateurs, je suis ravie d'être parmi vous ce matin à l'occasion de ma première assemblée générale en tant que directrice des ressources humaines du groupe LVMH. Un groupe que j'ai rejoint il y a plus de 20 ans et dont j'ai à cœur ce matin de vous partager le formidable écosystème
et les perspectives qu'il offre à nos 215 000 collaborateurs. Notre président-directeur général, notre directrice financière l'ont rappelé dans leurs interventions, le contexte actuel est incertain. Cette incertitude ne fait que renforcer l'une de nos convictions. Les talents du groupe sont les premiers garants de la résilience et des succès à venir. Chaque jour, dans nos 75 maisons, par leur engagement et leur passion, ils incarnent les valeurs d'excellence, de créativité et d'esprit d'entreprise. Nos leaders, en étroite collaboration avec les ressources humaines, bien sûr, mettent quotidiennement en œuvre un environnement propice à nos réussites collectives. En 2024, nous avons d'ailleurs traduit cette conviction en actions concrètes en lançant LVMH Shares. LVMH Shares est le premier plan d'actionnariat salarié du groupe. Il a été conçu à l'image de notre politique sociale, attractif et inclusif. Cette première campagne a connu un fort succès, avec un taux de participation très élevé, notamment en France, où près de 60% des collaborateurs ont investi. Aujourd'hui, le groupe a atteint une taille et une complexité inédites. Pour vous en donner un aperçu en quelques chiffres, LVMH, c'est 215 000 collaborateurs, je viens de le dire, qui sont répartis dans plus de 80 pays, près de 190 nationalités, c'est 5 générations et plus de 500 métiers. Une question qui nous tient à cœur, tout particulièrement, est comment maintenir une proximité avec tous nos collaborateurs face à une telle échelle. C'est pour répondre à cette question et donner à chacun la possibilité de faire entendre son opinion que nous avons lancé l'enquête d'engagement Pulse. C'était en octobre dernier, en octobre 2024, et c'est ainsi plus de 145 000 collaborateurs qui y ont participé. Une enquête qui a mis en lumière que 89% de nos collaborateurs sont fiers de travailler pour LVMH. C'est une enquête qui a aussi souligné des pistes d'amélioration, comme la nécessité d'orienter nos managers dans le développement de leurs équipes. Pour y répondre, nous avons lancé en début de semaine, le 15 avril précisément, un programme d'accompagnement à destination de nos 31 000 managers. Ce programme que nous avons appelé Career Compass vise à donner des outils et les ressources clés pour aider les managers à toujours mieux développer leurs équipes. Il sera d'ailleurs étendu à l'ensemble de nos talents en 2026 et nous avons hâte de vous partager les premiers résultats lors de la prochaine Assemblée générale. Plus généralement et encore plus dans un contexte de bouleversement, notamment technologique, je suis convaincue que le besoin de formation, d'apprentissage continu est un impératif stratégique pour LVMH. Notre ambition est de développer sans cesse les compétences de nos collaborateurs, tout au long de la carrière, mais aussi à tout niveau de seniorité dans le groupe. Pour y parvenir, nous avons noué des partenariats stratégiques avec de grandes universités. Le but de ces partenariats est d'offrir un accès illimité aux formations et aux ressources en ligne que nos collaborateurs peuvent ensuite consulter librement en fonction de leurs besoins. Je tiens également à souligner notre investissement continu dans la LVMH House, qui est notre université interne dont les programmes accompagnent nos cadres clés. Au-delà de la formation, la meilleure façon d'acquérir des compétences, c'est, à notre sens, de nouvelles expériences professionnelles. À ce titre, 6 secteurs d'activité, 75 maisons offrent un terrain de jeu absolument unique et des opportunités presque infinies à nos collaborateurs. En 2024, ce sont 19 000 de nos collaborateurs qui ont bénéficié d'une mobilité et donc pris plus de responsabilités dans le groupe. La mobilité est non seulement un vecteur d'enrichissement, mais aussi de performance. Elle l'est pour les individus du groupe et pour le groupe en général. Elle est une priorité pour assurer notre croissance future. La richesse de notre écosystème se reflète également dans la grande diversité de nos talents. Nous avons à cœur, pour favoriser l'épanouissement et la performance de chacun, de créer un cadre équitable et juste pour tous. Depuis plus de 15 ans, nous menons une action déterminée pour l'égalité des chances, avec des objectifs qui sont à la fois clairs et transparents. Le premier concerne bien sûr la parité.
avec l'objectif d'atteindre 50% de nos postes clés occupés par des femmes en 2025. En fin d'année dernière, donc fin 2024, ce chiffre était de 48%, un net progrès par rapport aux 23% de 2007, mais un chiffre qui témoigne aussi qu'il nous reste encore du travail à accomplir. Plusieurs initiatives contribuent d'ailleurs à encourager nos collaboratrices vers des postes de leadership. Je pense ici par exemple à LVMH, le programme Mentorat, lancé en mars 2024 et qui rassemble déjà 5000 talents. Nous renforçons également nos efforts pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, à l'image d'un programme Nouveaux collègues que nous avons lancé récemment et qui vise à mieux intégrer les personnes souffrant de handicap psychologique au sein de nos maisons. Enfin, l'égalité des chances, c'est un engagement que nous souhaitons promouvoir au-delà du groupe, en œuvrant par et pour l'insertion par le travail. C'est dans cette démarche que nous avons créé LIVE, l'Institut des vocations pour l'emploi, une association qui donne une nouvelle chance à ceux qui se trouvent à l'écart du marché du travail. Doté aujourd'hui de 6 campus, c'est plus de 650 personnes qui, chaque année, participent à LIVE et à un cursus de 6 mois. À la sortie de ce cursus, c'est 82% d'entre eux qui retournent à la vie active. Nous prêtons également une attention toute particulière à l'attractivité du groupe et ses métiers pour nos générations futures. Poursuivre et renforcer cette attractivité est un enjeu clé pour la pérennité de nos activités et la désirabilité de nos produits. Notre politique de recrutement en est le reflet et veille notamment à valoriser nos métiers artisanaux et à soutenir la transmission des savoir-faire si importante. En 2024, nous avons ainsi fêté les 10 ans des métiers d'excellence, une initiative pionnière qui témoigne de notre engagement sur le long terme pour préserver ces savoir-faire, ces métiers d'experts. Depuis 10 ans, c'est 3300 apprentis qui ont été formés au sein de l'Institut des métiers d'excellence. Mais c'est aussi 21 000 jeunes qui ont pu découvrir nos opportunités et formations via des forums carrières qu'on appelle You&Me. Pour préparer l'avenir au-delà des savoir-faire, nous avons aussi développer des outils pour attirer et fidéliser les générations à tous nos métiers et au secteur du luxe. Lancée en 2021, je tiens à souligner la plateforme LVMH Inside, qui en est un très bon exemple. C'est déjà plus de 125 000 prospects qui ont décroché la certification Inside LVMH après un cursus d'apprentissage de 30 heures sur la plateforme. Nous sommes d'ailleurs ravis de voir que plusieurs écoles ont intégré le certificat dans leur cursus. La nouvelle promotion ouvre le 22 avril. Elle est ouverte à tous, elle est gratuite. Je vous encourage à vous inscrire. Mettre nos collaborateurs au cœur de nos préoccupations, c'est aussi leur offrir un environnement de travail de qualité, garant de la santé et de la sécurité, même lorsqu'ils sont confrontés aux aléas de la vie. Pour les accompagner dans ces situations personnelles difficiles, nous avons lancé, on en avait parlé les années précédentes, il y a déjà 4 ans, le LVMH Heart Fund. C'est un fonds de soutien qui propose un accompagnement ou une aide financière pour traverser ces épreuves. Au total, depuis son lancement, ce sont plus de 9 300 collaborateurs sur les 5 continents qui en ont bénéficié. Mesdames, Messieurs les actionnaires, cet engagement en faveur des talents ne repose pas uniquement, bien sûr, sur les ressources humaines du groupe, mais implique tous nos leaders. Dans une démarche collective pour voir perdurer chez eux nos valeurs. Ces valeurs d'excellence, d'esprit d'entreprendre, de créativité, d'engagement qui ont construit la désirabilité de nos maisons. Les défendre, c'est encourager la croissance future du groupe. Et c'est d'ailleurs cette vision à long terme qui, sans s'opposer à l'agilité, continue d'enrichir la feuille de route des ressources humaines. Merci de votre attention. Maintenant, je passe la parole à Antoine pour les questions d'environnement
et les résultats obtenus en la matière. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir revenir sur une année exceptionnelle, tant par nos actions environnementales que par nos actions marquantes dans le sport, notamment grâce à notre partenariat avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et je vous propose d'y revenir avec une courte vidéo. Les Jeux de Paris 2024 ont été un moment exceptionnel de rayonnement pour le groupe, tant en France qu'à l'international, notamment grâce au travail de nos maisons, au premier rang desquelles Louis Vuitton, Chaumet, Dior, Berluti, Moët Hennessy et Sephora. Je tiens à ce titre à remercier tout particulièrement les artisans du groupe qui ont œuvré avec passion sur ces créations olympiques et paralympiques. Ils ont mis en avant le savoir-faire français et celui de votre groupe de la plus belle des manières lors du plus grand événement mondial. Sur le chapitre de l'environnement, et malgré une année marquée par des incertitudes économiques et géopolitiques, nous avons fait le choix de maintenir fermement le cap et d'affirmer notre ambition environnementale. Car la durabilité est une composante essentielle de la désirabilité, de notre marque employeur et de notre réputation. Notre stratégie environnementale, lancée il y a 4 ans maintenant, déploie des programmes d'action au sein de nos 75 maisons sur les enjeux clés pour nous que sont l'économie circulaire, la traçabilité, la biodiversité et le climat. Elle fixait des objectifs quantifiés à échéance 2023, 2026 et 2030, et le bilan de la première phase de notre programme, comme vous le voyez sur ce tableau, est positif. La traçabilité des chaînes d'approvisionnement est acquise à hauteur de près de 100% des volumes de matières stratégiques achetés. Plus de 10 millions de produits font désormais l'objet de services de circularité. Et la création de notre centre de recherche Gaïa constitue un socle solide pour poursuivre notre trajectoire. En 2024, comme vous l'avez vu dans le film, nous étions au Japon, en Italie, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, en Chine, pour enraciner Life 360 dans la vie quotidienne des équipes. Nous avons pu prendre toute la mesure de la mobilisation des maisons, en Europe comme dans le reste du monde, et elle se traduit par des résultats 2024 tangibles et en nette progression. Sur la circularité créative, qui fait évoluer les codes de la beauté tout en réduisant l'empreinte environnementale des produits, les maisons ont, en 2024, accéléré leur démarche d'éco-conception. 33% des matières à l'origine des produits du groupe et de leur packaging sont issues désormais de procédés de recyclage. L'éco-conception se met en scène dans des moments exceptionnels pour en accroître la désirabilité. La tenue des remettants lors des Jeux olympiques et paralympiques a été confectionnée avec 100% de matières éco-conçues. C'est aussi un produit iconique, son fond de teint terracotta, que la maison Guerlain a choisi pour être l'ambassadeur de la recharge. Avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle, le produit dispose d'une recharge permettant de réduire de 30% son empreinte carbone. La traçabilité et la transparence sont les principes fondamentaux qui garantissent l'excellence de nos produits. Le taux de certification par des standards exigeants de nos filières stratégiques a de nouveau progressé en 2024. Le groupe a par ailleurs fait le choix de nouvelles solutions de traçabilité et déployé le passeport numérique des produits. Après Louis Vuitton, c'est l'Europiana, Dior et Bulgari
qui dotent certaines de leurs gammes d'un tel système. Nous agissons aussi pour protéger les ressources naturelles, et en premier lieu les ressources en eau essentielles à notre production. Grâce à des technologies de recyclage installées dans ces distilleries, ENSI a réduit ses prélèvements en eau de plus de 42% en 20 ans. En 2024, nous avons amplifié notre programme d'agriculture régénératrice pour préserver la biodiversité et la qualité des sols, en soutenant les filières d'élevage et d'agriculture. Nos projets concernent l'ensemble des territoires sur lesquels nous sommes présents, comme vous le voyez sur cette map monde. Grâce à eux, nous avons en 2024 réhabilité 3 800 000 hectares d'habitats de faune et de flore. Sur le climat, nous avons en 2024 précisé notre plan de transition, renforcé la robustesse de nos données carbone avec de nouvelles plateformes de collecte, favoriser les synergies entre les fonctions du groupe, les achats, le marketing, l'IT, pour inscrire la préoccupation carbone au cœur du pilotage opérationnel. Nous avons parallèlement fait le pari de la co-innovation avec nos fournisseurs pour gagner la bataille du Scope 3, le fameux Scope 3, en déployant notre programme Life 360 Business Partners. Et les résultats sont au rendez-vous de cette mobilisation. En 2024, 2 ans avant l'échéance fixée, nous avons atteint et même dépassé l'objectif de 50% de réduction par rapport à 2019 des émissions carbone liées à la consommation énergétique. Grâce notamment à l'évolution de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du groupe, elle est passée de 1% en 2013 à 71% en 2024. Sur le Scope 3 encore, qui concerne donc, je le rappelle, les émissions liées à nos chaînes d'approvisionnement, nous sommes en ligne avec notre trajectoire avec une réduction de 33% en 2024 par rapport à 2019. Bien sûr, nous restons vigilants car la durabilité est une stratégie de progrès, mais en cette année anniversaire des 10 ans de l'accord de Paris sur le climat, nous pouvons être fiers de ces résultats. Nous avons en effet décarboné notre croissance. Comme vous le voyez sur ce graphique, l'intensité carbone de notre chiffre d'affaires est passée de 132 grammes de carbone par euro en 2019 à 89 grammes en 2024. Nous allons poursuivre notre trajectoire en entraînant le secteur du luxe, en associant nos parties prenantes, nos fournisseurs et en favorisant l'acquisition de nouvelles compétences pour nos collaborateurs. Maud en parlait, comme vous l'avez vu dans le film, nous avons en 2024 inauguré notre campus Life Academy à La Millière, au sein d'une réserve de biodiversité abritée par l'association de Yann Arthus-Bertrand. Yann qui vient de partir pour visiter une prison pour femmes, mais que je salue et que je remercie pour sa contribution à notre conseil pendant ces nombreuses années. Un luxe nouveau est en train de prendre son essor au sein de notre groupe, et c'est parce que la durabilité se professionnalise, devient une composante naturelle des missions de chacun, que nous avons toutes les chances d'atteindre nos objectifs en 2026 et en 2030. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, je passe la parole au commissaire aux comptes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les actionnaires, bonjour. Au nom du Collège des commissaires aux comptes, les cabinets Deloitte et Mazars, j'ai le plaisir de vous présenter les rapports que nous avons émis à votre attention au titre de l'exercice 2024. Nos rapports sont au nombre de 8. Un rapport sur les comptes annuels, un rapport sur les comptes consolidés, un rapport sur les conventions réglementées, et enfin 5 rapports sur des opérations concernant le capital social. Ils ont été mis à votre disposition en amont de cette Assemblée générale et je vous propose donc de les résumer. Je commencerai par notre rapport sur les comptes annuels qui fait l'objet de la première résolution. Ces comptes sont préparés selon les principes comptables français et nous en avons considéré que l'évaluation des titres de participation et les provisions pour risques et charges étaient les points clés de l'audit. En conclusion de nos contrôles, nous avions certifié les comptes annuels de la société LVMH SE sans réserve ni observation.
Concernant les comptes consolidés qui sont préparés selon le référentiel international IFRS, nous avons considéré que les 3 sujets suivants étaient les points clés de l'audit. L'évaluation des actifs immobilisés, l'évaluation des stocks et des encours, et les provisions pour risques et charges et pour positions fiscales incertaines. En conclusion de nos contrôles, nous avons certifié les comptes consolidés du groupe LVMH sans réserve ni observation. Concernant maintenant la 4e résolution de votre Assemblée générale, nous avons émis un rapport sur les conventions réglementées. Aucune nouvelle convention réglementée ne nous a été signalée au cours de l'exercice écoulé. Les conventions que vous avez approuvées au cours des exercices antérieurs ou lors de l'Assemblée générale 2024 et qui se sont exécutées ou poursuivies en 2024 sont présentées dans notre rapport. Enfin, au titre de la partie extraordinaire de votre Assemblée générale, nous avons émis 5 rapports concernant des résolutions susceptibles d'affecter à l'avenir votre capital social. Il s'agit principalement d'opérations de réduction de capital et d'augmentation de capital. Nos rapports ne comportent ni remarques ni observations particulières sur ces opérations qui s'inscrivent dans les conditions prévues par le Code de commerce. Mesdames et Messieurs les actionnaires, Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention. Bon, maintenant, nous allons passer aux questions. Alors, en ce qui concerne les questions, nous avons reçu un certain nombre de questions écrites, soit par mail, soit directement par lettre. Et donc, je vais demander à notre directeur général, M. Bianchi, les réponses à ces questions qui ont été adressées avant l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Donc, lors de chaque Assemblée générale, nos actionnaires ont la possibilité de poser des questions par voie électronique. Parmi les questions reçues, nous avons choisi de retenir celles qui n'ont pas été couvertes dans le cadre de la consultation et auxquelles les différents films et interventions n'ont pas d'ores et déjà apporté de réponse. Première question. Vous avez procédé à de nombreux changements au sein du comité exécutif cette année. Comment expliquez-vous ces évolutions multiples alors que le groupe est d'habitude stable? Avant tout, il est pertinent de souligner que le groupe LVMH est reconnu pour la stabilité de son management et de sa direction générale, un facteur indéniable de son succès. En effet, l'engagement à long terme des collaborateurs est une caractéristique distinctive de notre groupe. Il est vrai que l'année 2024 a été marquée par plusieurs mouvements au sein des équipes dirigeantes, notamment au niveau du comité exécutif, avec, je cite, 4 départs, Madame Gamperlé, Messieurs Delapointe, Chausse, et enfin Monsieur Belloni qui, s'il a bien quitté la direction générale et le comité exécutif, continue à nous apporter sa contribution et son expertise en qualité de CEO de LVMH Italie. 2 arrivées, Madame Alvarez Pereire, directrice des ressources humaines groupe, et Monsieur Motte, CEO de Sephora. Et 2 changements de fonction, Monsieur Guilloni, désormais CEO de la branche vins et spiritueux, et Madame Cabanis, directrice financière groupe. Il est important de relever que les 4 membres du comité exécutif ayant quitté leurs fonctions en 2024 ont tous cumulé individuellement plus de 20 ans de carrière au sein du groupe, ce qui témoigne de la stabilité, de l'engagement et de la satisfaction des collaborateurs. Plus important encore, car cela concerne l'avenir, ces dirigeants ont été remplacés par des personnes qui avaient été identifiées au préalable et qui étaient toutes déjà présentes au sein du groupe. Ces changements illustrent parfaitement la capacité du groupe à offrir aux collaborateurs
talentueux des opportunités enrichissantes tout au long de leur carrière. Par ailleurs, ces mouvements s'inscrivent également dans le cadre plus général d'un renouvellement générationnel essentiel pour préparer l'avenir du groupe et relever les défis de demain. Une deuxième question, qui est la suivante. De nombreux sujets touchant la chaîne d'approvisionnement du luxe ont émergé cette année. Dior, comme d'autres marques comme Armani, a notamment été mise en cause en Italie. Que met en place le groupe LVMH pour faire face à ces problématiques? La qualité, et plus précisément la très haute qualité, a toujours été et restera la priorité absolue du groupe dans toutes nos activités d'approvisionnement, de conception, de production et de distribution. Préserver et développer nos savoir-faire afin d'offrir des produits de très haute qualité est essentiel pour nous. Cette exigence d'excellence ne se limite pas uniquement à la qualité de nos produits. Chacune des actions du groupe et de ses collaborateurs est porteuse des engagements de LVMH en matière d'éthique et de responsabilité sociale et environnementale. Soucieux du respect des plus hauts standards en la matière, le groupe a défini des règles de conduite et des principes d'action qui guident au quotidien le comportement de ses collaborateurs et de l'ensemble de ses parties prenantes. Pour ce faire, nous devons continuellement renforcer notre vigilance et notre attention sur ces sujets, en faisant évoluer nos structures de gouvernance, en améliorant la coordination entre toutes nos équipes à l'échelle du groupe, en renforçant les dispositifs de contrôle existants et en poursuivant l'intégration de certains savoir-faire et expertises, comme nous l'avons fait ces dernières années dans nos divisions mode et maroquinerie et montres et joaillerie. Concernant plus spécifiquement la Maison Dior et la procédure d'administration judiciaire en Italie impliquant l'une de ses filiales, il est important de souligner que la Maison Dior n'a pas été directement mise en cause. Il s'agissait de deux sous-traitants, dont l'un indirect, en charge de l'assemblage partiel d'éléments de maroquinerie pour hommes, représentant moins de 0,3% de la production en Italie, qui ont enfreint les règles du droit du travail et le code de conduite qui nous liaient à eux. Ces faits nous ont été sciemment dissimulés. Dès que nous en avons eu connaissance, pleinement consciente de la gravité des violations commises par ses fournisseurs et des améliorations à apporter à ces procédures, la Maison Dior a collaboré avec l'administrateur italien et les autorités italiennes et a immédiatement mis fin aux commandes en cours et pris des mesures pour renforcer ses contrôles. Enfin, pour votre parfaite information, sachez que la justice italienne a décidé de mettre un terme à l'administration judiciaire de façon anticipée, reconnaissant ainsi les efforts déployés par la Maison Dior pour renforcer les dispositifs de contrôle déjà en place et éviter toute nouvelle situation similaire. Une troisième question. Pourriez-vous nous dire quel est l'impact des barrières douanières et si vous comptez délocaliser de la production aux États-Unis pour en limiter l'impact? Avant toute chose, comme tous les acteurs, nous manquons encore actuellement de visibilité. À date, les barrières douanières ont été, en grande partie, suspendues pour 90 jours. Nous espérons que cette période va permettre une phase de négociation entre États avec une issue positive. Aujourd'hui, les impacts sont donc très incertains. Pour mémoire, notre activité aux États-Unis représente environ 25% de notre chiffre d'affaires. À date, les maisons disposent de stocks aux États-Unis permettant de limiter l'impact et nous donnent ainsi le temps d'adresser le sujet pleinement. Par ailleurs, certaines de nos maisons, notamment Louis Vuitton et bien évidemment Tiffany, possèdent des capacités de production aux États-Unis qui pourraient être augmentées. Enfin, maison par maison, catégorie de produits par catégorie de produits, des mesures d'ajustement des prix pourront également être envisagées. Nous avons donc des leviers de compensation, mais il est trop tôt aujourd'hui pour être plus précis. En tout état de cause, le plus important
dans un contexte d'incertitude peu propice à la consommation et de focaliser sur la désirabilité à long terme et la très haute qualité de nos produits. Quatrième et dernière question. Il est proposé aux actionnaires de modifier l'âge limite du président-directeur général dans les statuts. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les raisons de cette modification et plus généralement sur le plan de succession éventuellement en place au sein de la société? Effectivement, le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de modifier les statuts afin d'harmoniser les limites d'âge relatives au président du Conseil d'administration et au directeur général. En effet, en cas de dissociation éventuelle de ces fonctions, l'âge limite pour la présidence du Conseil d'administration est, à date, dans les statuts, fixé à 75 ans. Au-delà de cette modification statutaire, le Conseil d'administration, et plus spécifiquement le Comité durabilité et gouvernance présidé par Henri Decastre et composé exclusivement d'administrateurs indépendants, débat tous les ans des plans de succession des dirigeants, en ce compris les dirigeants mandataires sociaux. Lesdits plans n'ont pas vocation à être révélés publiquement. Mais bien évidemment, il existe tant dans des hypothèses de moyen terme qu'en cas d'événements soudains. En ce qui concerne la stabilité de l'actionnariat du groupe, la société Agache a été transformée en 2022 en société en commandite par action, afin de pérenniser le contrôle familial du groupe et la vision à long terme. Sans entrer dans les détails ou révéler des informations qui n'ont pas à l'être, cette structure édicte des règles précises qui permettront de s'assurer à l'avenir d'un vote unique de l'actionnaire de contrôle sur tous les sujets relevant de sa compétence. Comme l'a toujours indiqué M. Arnaud, le groupe LVMH est un groupe à caractère familial dans lequel les principes de méritocratie, d'excellence et d'expérience s'appliquent à tous. Merci beaucoup. Et maintenant, nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, messieurs, madame. J'aurais une question sur votre participation dans un club de foot à Paris. Je voulais savoir quelles vous pensez avoir comme retombées économiques. Merci. Alors, d'abord, je vais vous dire, je ne suis pas un spécialiste du foot, premièrement. Et deuxièmement, ça ne concerne pas LVMH. Donc, ça ne peut pas faire l'objet de questions pour l'Assemblée d'LVMH. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, numéro 2. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. De Soulanges pour l'APAI, l'Association pour le patrimoine et l'actionnariat individuel. Félicitations de nous proposer de voter pour une limite d'âge à 85 ans. Ça prouve votre excellente santé. Nous nous en réjouissons. Merci. Mes deux questions portent sur des éléments que vous ne nous avez pas vraiment montrés. Ça concerne la géographie mondiale. La Chine, les États-Unis, l'Europe. Il me semble qu'il devrait y avoir, comme vous l'avez dit, un petit peu de clientèle influente ou de clientèle aspirationnelle en Inde. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre politique pour conquérir ce marché? Et ma deuxième question porte sur la nature des produits qui sont toujours axés sur à la fois la qualité et le long terme. Il me semble que vous avez mis en place un service de réparation de vos produits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi sur ce sujet? Merci de vos réponses. Alors, sur le marché indien, qui est un marché
petit à l'heure actuelle. Il y a déjà là un problème de droits de douane très élevé, ce qui fait que les clients indiens de nos maisons achètent pour une bonne partie leurs produits à l'extérieur. Et donc, comme ils sont près du Moyen-Orient, de Dubaï, etc., ils achètent beaucoup en dehors d'Inde. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de boutique. Nous avons déjà des boutiques en Inde, mais tant que ce problème ne sera pas réglé d'une manière ou d'une autre, il est assez difficile de vendre des produits sensiblement plus chers à cause de ces droits de douane à des habitants de l'Inde qui peuvent les trouver beaucoup moins chers à 2 ou 3 heures d'avion, voyez-vous. Voilà. Et la réparation, bah là, je vais peut-être poser la question, je vais demander à Pietro de répondre sur les réparations chez Vuitton, parce que chez Vuitton, on peut réparer un sac dans la plupart de nos boutiques. Nous avons un service spécialisé. Enfin, Pietro va nous expliquer ça mieux que moi. Bonjour à tous. C'est pas nouveau. Donc chez Vuitton, normalement, on peut acquérir un produit et le réparer après des dizaines d'années. Donc, ce que nous avons introduit récemment, c'est la possibilité de concevoir les produits pour être réparés. Donc, nous avons introduit, comme Antoine l'a souligné, des notions de réparabilité de la source. Donc, les créateurs, ils ont quand même invité à constituer des produits qui sont réparables dès le début. Et donc, ça, c'est quand même assez unique, comme c'est unique chez Vuitton, la possibilité d'acheter des produits que chez Vuitton dans des mains de quelqu'un qui est associé à la marque Vuitton, donc il n'y a pas d'wholesale, et nous ne faisons jamais de discount. Donc ces 3 caractéristiques, avec la réparabilité, font de Louis Vuitton une marque unique. Nous avons par ça des usines spécialisées dans la réparation, en France et par ailleurs, et chaque client peut se rendre dans une de notre boutique dans le monde entier et faire réparer un produit avec des pièces métalliques ou des pièces détachées que nous avons dans notre warehouse et que nous conservons pour cet objectif. D'ailleurs, ça représente un investissement remarquable et important pour Louis Vuitton. Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous gagnons de l'argent, c'est un investissement dans la qualité et dans la fidélisation des clients. Donc, c'est vrai que quelques réparations coûtent, et pas tout est gratuite, mais il y a une bonne partie qui est gratuite. Et même celles-là qui coûtent, ils ne sont pas suffisants pour couvrir l'investissement que nous faisons. Voilà, j'espère d'avoir répondu à la façon satisfaisante. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, numéro 4. Oui, bonjour Monsieur le Président. J'aimerais savoir qui pensez-vous mettre à la place de Kim Jules, qui part à la direction artistique homme de Dior. Rien n'a été annoncé pour l'instant. Voilà. Est-ce qu'il y a des pistes? Non. C'est ça, je peux vous indiquer que le prochain défilé homme de Christian Dior, qui va se dérouler au mois de juin, sera créé par Jonathan Anderson. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, numéro 6. Oui, bonjour, Charles Luquet, actionnaire individuel. C'est ma 28e Assemblée Générale du groupe et Monsieur Arnaud, toujours extrêmement admiratif de votre parcours exceptionnel de bâtisseur d'empire dont tous les entrepreneurs de France et du monde entier devraient s'inspirer. Ce qui fait à nouveau l'objet de ma première question qui porte sur les ingrédients du succès du groupe. Quelles seraient, selon vous, vos 3 meilleures décisions ou idées qui ont été essentielles au succès du groupe, mais aussi les 3 pires décisions ou idées que vous avez évidemment surmontées? Second point, sur la qualité des produits. Pourrait-on savoir comment vous assurez-vous de la qualité des produits, quel que soit le lieu de production, concrètement, suite, comme vous savez, à des critiques sur votre production américaine? Troisième point et dernier, sur des menaces que j'ai identifiées, il y aurait 3 menaces. Que pensez-vous de la montée en puissance en Chine, donc de 3 phénomènes?
La première, la montée des Pinty. A priori, ce seraient des copies haut de gamme sans logo. Deuxième hausse, le luxury shaming, donc la honte du luxe, a priori qui se développerait suite aux lois anticorruption. Et troisième phénomène, sur le boom de l'occasion ou de la seconde main. En gros, vraie menace ou pas? Et enfin, pour finir, j'aimerais vous féliciter pour votre médaille d'or de la visibilité au JO. Vous étiez partout. Merci. Bon, les bonnes et les mauvaises décisions, je vais plutôt en parler des bonnes, hein, parce que les mauvaises, il vaut mieux les oublier. Les bonnes décisions, je crois que d'abord, depuis un certain nombre d'années, on a essayé dans le groupe d'avoir à côté des grandes maisons, ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, des maisons plus petites que l'on peut faire croître plus vite. Voilà. Et donc, je pense que c'est cet ensemble-là qui explique la réussite du groupe. On rachète, on prend des participations dans des affaires de taille plus petite, de façon à pouvoir les développer. Quelquefois, ça, dans la plupart des cas, ça marche. Quelquefois, ça ne marche pas, mais en général, ça a marché. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'Europiana, quand on a repris l'Europiana. Là aussi, je me rappelle, la famille était associée avec nous. Hein. Elle est toujours d'ailleurs, mais il y a certains membres de la famille, au bout d'un an ou deux, qui ont dit « bon, on va peut-être vendre certaines actions ». Alors maintenant, ils viennent me voir, ils me disent « on a vraiment fait une bêtise, on aurait dû les garder parce qu'elles valent 2 ou 3 fois plus cher ». Bon. Et donc, on peut développer plus facilement les entreprises quand elles ont une taille plus réduite et qu'elles ont beaucoup de potentiel, surtout dans le climat actuel où les produits, pas en Chine peut-être, mais en général les produits sans logo ont beaucoup de succès. D'ailleurs, même chez Vuitton, même chez Dia, on fait des produits maintenant aussi sans logo. Voilà. Après, les bonnes décisions, c'est toujours le choix des personnes. Parce qu'une entreprise comme celle-là, Madame Maud Alvarez a souligné le nombre de personnes qui travaillent dans le groupe. Elle n'a pas mentionné ceux qui travaillent pour le groupe et à l'extérieur, parce qu'en France, on a 40 000 personnes salariées, mais on a au total, avec tous les fournisseurs, 160 000 personnes en France. C'est pour ça que je suis quand même très attentif à ce que les gouvernements successifs décident sur les entreprises, parce que souvent, ils cherchent à les accabler de réglementation et de taxes, alors qu'elles ont besoin de liberté et de possibilités d'investissement. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Donc, quand on a un grand nombre de collaborateurs, je crois que les bonnes décisions consistent à trouver les bonnes personnes. C'est pas toujours facile, quelquefois ça marche pas, on se trompe, mais je pense que dans l'ensemble, le panel de collaborateurs, qui est notamment dans les premiers rangs ici, montre que depuis quelques années, on a fait les bons choix. Et si vous voulez une troisième décision, je crois que c'est là aussi le choix des créateurs. On peut dire aujourd'hui que le groupe LVMH est le groupe qui non seulement au monde a les meilleures marques, mais a aussi réussi à travailler et à attirer les meilleurs créateurs du monde. Le dernier exemple en date, j'ai une question là sur Jonathan, mais on a également chez Vuitton 2 créateurs extraordinaires, Maria Grazia Chiuri qui est formidable, enfin je ne vais pas tous les citer, et la nouvelle arrivée chez Givenchy et qui a fait un défilé superbe. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Monsieur le Président, bonjour. J'aurais 2 questions brèves. Si le spectre d'une récession mondiale doit se confirmer, est-ce que vous pensez que vos marques américaines
sont susceptibles de compenser les pertes de marché des marques françaises et européennes? Première question. Et deuxièmement, est-ce que les réserves financières accumulées peuvent vous permettre, dans le contexte actuel, d'accroître la croissance externe par des rachats d'autres marques qui peuvent se trouver en difficulté? Bon, d'abord, le problème des droits de douane, il faut essayer, à mon avis, de le régler à l'amiable. Il faut discuter. Il faut essayer de discuter avec nos amis américains pour trouver une solution. Et moi, je suis favorable. Je ne sais pas si ça pourra se faire, mais essayer de trouver la possibilité de créer une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Bon, alors, ce n'est pas toujours facile parce que l'Europe, bon, elle n'est pas dirigée par un pouvoir politique, mais par un pouvoir bureaucratique qui passe son temps à éditer des réglementations qui s'imposent malheureusement à tous les États membres et qui d'ailleurs quelquefois, comme la France, en rajoute au passage pour compliquer encore la réglementation et qui pénalise beaucoup nos secteurs d'activité. Par exemple, l'agriculture en France, il ne se passe pas une semaine sans qu'on leur colle une nouvelle réglementation. Vous voyez, donc la discussion n'est pas forcément facile, mais c'est à ça qu'il faudrait aboutir. Il faudrait aboutir à une zone de libre-échange avec le premier marché du monde, qui est quand même toujours les États-Unis, et faire en sorte que ça puisse recréer un climat de confiance, d'échanges commerciaux, de progression réciproque. Je ne sais pas si on va y arriver, j'espère, mais voilà. Sinon, si on se retrouve avec des droits de douane élevés, bien, effectivement, on a une partie de notre production qui est faite aux États-Unis. On a même donc certaines entreprises américaines comme Tiffany, et on l'a amené à augmenter nos productions américaines, forcément, pour éviter les droits de douane. Et ça, si l'Europe n'arrive pas à négocier intelligemment, ils auront cette conséquence dans beaucoup d'entreprises. Les entreprises pharmaceutiques, j'ai déjà entendu plusieurs sociétés qui envisagent d'augmenter leur capacité aux États-Unis, mais il ne faudra pas dire que c'est la faute des entreprises. Ce sera la faute de Bruxelles, si ça devait arriver. Il faudrait que les États européens réussissent à essayer de maîtriser cette négociation et ne pas la laisser à des bureaucrates. Bon, voilà ce que je peux dire. Et sur... quelle était la deuxième question? La croissance externe. Bon, la croissance externe, aujourd'hui, oui, il y a pas mal d'opportunités, mais franchement, on a aussi beaucoup de marques. Et il faut que ces opportunités soient vraiment attractives. Je ne peux pas élaborer. On n'a rien de précis, en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Sinon, ah oui, on va passer au vote parce qu'il y a beaucoup de résolutions. 5. Bonjour, Jean-Pierre Sekeli, actionnaire individuel. J'ai deux toutes petites précisions à vous demander. À la lecture d'un hebdomadaire financier qui ne donne jamais de conseils sur LVMH pour des raisons déontologiques, j'ai découvert que vous aviez 5% de la société des Manmers de Monaco. C'est noyé quelque part dans les activités diverses. Est-ce qu'il vous est possible de nous donner quelques précisions sur cette activité? Et deuxième précision, petite précision, j'ai lu il y a quelques jours sur un site sérieux, je ne sais plus lequel, que Diageo aurait une participation significative dans Moitensi. Alors, double question, est-ce que c'est une fake news? Et si ce n'est pas une fake news, comment la situation pourrait évoluer? Merci pour vos réponses. Bon, cher actionnaire, la Société des Bains de Mer en est actionnaire depuis très longtemps. C'était la question, c'était la Société des Bains de Mer de Monaco. Et je pense que depuis notre acquisition, la valeur de la société a plus que doublé. Voilà. Et nous avons un lien avec Monaco, qui est un marché important dans lequel nous avons pratiquement toutes nos marques qui sont sur place. Donc le fait de participer à la vie de la société qui dirige Monaco de manière pratique, c'est très intéressant. Et en ce qui concerne Diageo, bon, c'est pas nouveau. Ça remonte, je crois, à plus de 30 ans, une trentaine d'années. Voilà, cet accord. Donc,
il est là depuis 30 ans. Et nos amis de Diageo ont une participation dans Moitensi. Je vous signale d'ailleurs qu'au départ, ils doivent le regretter, probablement, mais ils avaient aussi une participation dans LVMH. Et ils l'ont vendu à quel cours, Monsieur Guilloni? Un dixième, à peu près un dixième du cours actuel. Voilà. Bon. OK, merci beaucoup. On va passer au vote des résolutions. Alors, première résolution, l'approbation des comptes sociaux. Le vote est ouvert. Approuvé. Deuxième résolution, approbation des comptes consolidés. Le vote est ouvert. Approuvé. Troisième résolution, affectation de du résultat de l'exercice. Le vote est ouvert. Approuvé. Quatrième résolution, le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. Le vote est ouvert. Approuvé. Cinquième résolution, ratification de la cooptation de Mme Wei Sun Christianson en qualité d'administratrice. Le vote est ouvert. Sixième résolution, le renouvellement de mon mandat d'administrateur. Le vote est ouvert. Approuvé. Septième résolution, renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Sophie Chassa. Le vote est ouvert. Approuvé. Huitième résolution, renouvellement du mandat de Mme Clara Guémard. Le vote est ouvert. Approuvé. Neuvième résolution, renouvellement du mandat de M. Hubert Védrine. Le vote est ouvert.
Approuvé. Je voudrais à ce stade féliciter nos administratrices et administrateurs qui viennent tous d'être renouvelés à une très large majorité. Bravo à tous. 10e résolution, approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux. Le vote est ouvert. Approuvé. 11e résolution, approbation des éléments de rémunération ou attribués au président directeur général. Le vote est ouvert. Approuvé. 12e résolution, approbation des éléments de rémunération au titre du directeur général délégué et M. Antonio Belloni. Le vote est ouvert. Approuvé. 13e résolution, approbation de la politique de rémunération des administrateurs. La bureaucratie n'a pas de limite. Le vote est ouvert, pardon. Approuvé. 14e résolution, approbation de la politique de rémunération du président directeur général. Le vote est ouvert. Approuvé. 15e résolution, autorisation et pouvoir à donner au Conseil pour acquérir des actions en bourse. Le vote est ouvert. Approuvé. 16e résolution, autorisation au Conseil de réduire le capital social. Le vote est ouvert. Approuvé. 17e résolution, délégation au Conseil pour augmenter le capital social. Le vote est ouvert. Il y a trop de monde dans votre service. Approuvé. 18e résolution, délégation à donner au Conseil pour décider, avec le maintien du droit préférentiel, l'émission d'actions ordinaires et toute valeur mobilière donnant accès au capital. Le vote est ouvert. Approuvé. 19e résolution, délégation de compétences au Conseil pour décider, avec suppression du droit préférentiel et faculté de droit de priorité, l'émission par offre publique d'actions ordinaires. Le vote est ouvert.
Approuvé. 20e résolution, délégation au Conseil pour décider l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières diverses, avec suppression du droit préférentiel. Le vote est ouvert. Approuvé. 21e résolution, délégation au Conseil en vue d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission de titres avec ou sans droit préférentiel. Le vote est ouvert. Approuvé. 22e résolution, délégation au Conseil en vue d'émettre des actions ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou l'attribution de titres de créance en rémunération de titres, etc. Le vote est ouvert. Approuvé. 23e résolution, délégation au Conseil en vue d'émettre des actions ordinaires des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital. Bon, ok. Le vote est ouvert. Mais c'est vraiment utile tout ça. Approuvé. 24e résolution, autorisation à donner au Conseil à l'effet de consentir des options de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel ou des options d'achat d'actions aux salariés et aux dirigeants. Le vote est ouvert. Approuvé. 25e résolution, délégation au Conseil pour émettre des actions donnant accès au capital de la société avec suppression du droit préférentiel. Le vote est ouvert. C'est écrit. Approuvé. 26e résolution, délégation au Conseil pour procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel au profit de catégories de bénéficiaires constituées de salariés ou de mandataires sociaux de filiales étrangères. Le vote est ouvert. Approuvé. 27e résolution, fixation du plafond global des augmentations de capital immédiates ou à terme décidées en vertu des délégations de compétences. 20 millions d'euros pour les augmentations de capital et 20 millions d'euros pour de la 17e, 26e résolution. Le vote est ouvert. Approuvé. 28e résolution, modification des articles 12 et 16 des statuts afin d'harmoniser les limites d'âge du président et du directeur général pour les porter à 85 ans. On a échappé au pire parce que j'ai un de mes amis qui a proposé de faire, mes amis investisseurs bien connus que je ne citerai pas, qui m'avait suggéré de mettre 100 ans. Mais bon.
Et lui-même n'en est pas loin. OK, le vote est ouvert. Approuvé. 29e résolution. « 29e résolution, mise en harmonie des statuts avec toutes les dispositions légales, etc. » Le vote est ouvert. Approuvé. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous remercie. Et maintenant, un petit cadeau vous attend à l'extérieur.